L'écologie est-elle en train de perdre la bataille politique? Est-on en train de vivre un grand retour en arrière sur ces questions, alors que beaucoup ont le sentiment que l'écologie ne mobilise plus? On voit bien qu'on est dans un moment de backlash écologiste, et moi ce que je veux vous dire ce matin, c'est que l'écologie, elle est en danger. À titre personnel, je me fous complètement de l'écologie, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vois d'abord mon intérêt et éventuellement celui de la planète, donc là, ça ne m'intéresse pas. Depuis près d'1 an, on parle d'un backlash ou d'un retour de bâton sur l'écologie. L'hypothèse est la suivante. Une partie des citoyens se serait crispés sur les sujets écologiques parce que ce serait allé trop loin. Des partis politiques se sont donc appuyés sur cette supposition pour faire marche arrière sur leurs ambitions environnementales. Et cette marche arrière est bien réelle. Le pacte vert européen est de plus en plus attaqué par la droite et l'extrême droite. Le gouvernement Barnier promet plusieurs reculs sur les sujets environnementaux, avec notamment près de 2 milliards d'euros de budget en moins. Dans le budget débattu en commission des finances, plusieurs dispositifs voient leur enveloppe diminuer. Le fonds vert, destiné à aider les collectivités locales, perd 400 millions d'euros. Moins 500 millions pour l'électrification des véhicules, 1 milliard d'euros en moins pour MaPrimeRénov'. De quoi faire bondir l'opposition. Il faut un budget qui soit à la hauteur de la situation, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Des émissions ou chaînes de médias sur l'écologie ont été supprimées, d'autres menacées. Et la couverture médiatique des enjeux environnementaux a baissé de 30% en 1 an, tandis que les propos climato-sceptiques se multiplient sur CNews. Mais l'homme a un impact sur l'environnement. Il a un impact, donc c'est indéniable. C'est indéniable, simplement on ne l'a pas mesuré. Oui, il y a une part humaine, je ne nie pas la part humaine, je dis simplement qu'elle n'est sûrement pas déterminante parce qu'il y a eu des hommes sur la planète très peu de temps sur l'existence de cette planète. Il y a une folie, et j'avais vu la même folie avec le Covid, de vouloir, nous les hommes, influer sur certaines choses sur lesquelles on ne peut pas influer. C'est-à-dire je suis pas sûr que l'homme puisse influer sur le climat. En clair, l'écologie ne semble plus du tout être un sujet de préoccupation. Mais est-ce que ce n'est pas un peu plus compliqué que ça? Le terme backlash a été pensé par la journaliste et militante féministe Suzanne Faludi au début des années 90. Le concept désignait alors le retour de bâton orchestré par les forces conservatrices pour décrédibiliser le féminisme et contrer les avancées des droits des femmes. Aujourd'hui, ce concept est utilisé pour parler des questions écologiques. Seulement, ce qu'ont montré les recherches, c'est que ce backlash est surtout politique et non citoyen. En Europe et en France, une majorité de citoyens sont toujours inquiets de la situation climatique et en faveur d'une politique plus ambitieuse, à condition qu'elle ne mette pas en danger leur sécurité économique. Mais l'écologie a été instrumentalisée par une partie de la droite, l'extrême droite, les libéraux et conservateurs, pour en faire un sujet de tension, une question identitaire même parfois. L'écologie punitive. Écologie punitive. Écologie punitive. L'écologie punitive. Tout ça, c'est des sujets qui relèvent pour moi, y compris de combats identitaires. Vous auriez tenu ce discours s'il s'agissait d'écologistes ? Enfin, excusez-moi, mais les écologistes ne défendent pas leur peau, en fait. Ils défendent la planète. Ne sont pas dans toutes les peaux, du coup. Les écologistes ne sont pas dans une logique de survie. Et puis, puisque vous parlez des écologistes... Si, pour la planète. Excusez-moi, mais ce qu'on paye aujourd'hui, c'est l'écologie punitive. C'est les écolos dingos de Bruxelles qui pensent que demain, il va falloir la décroissance agricole. J'attends qu'ils renoncent au pacte vert. Voilà, qu'il annonce que la France fera d'abord primer ses intérêts. Le pacte vert, le Green Deal comme on dit, qui a donc été décidé par l'Union européenne. Bien sûr, qui est le bras armé de l'écologie punitive. Cette instrumentalisation crée elle-même une forme d'autocensure de la part d'autres formations politiques et des débats de plus en plus clivants. Alors, comment faire face à cette instrumentalisation et ce retour de bâton ? Comment changer de discours pour rendre la transition écologique plus acceptable et désirable? Réponse dans cet entretien Blast avec le chercheur Théodore Talon. Théodore Talon, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Vous êtes doctorant au Centre d'études européennes et de politique comparée à Sciences Po et chercheur affilié à un centre de recherche de l'Université de Cambridge. Vous êtes aussi enseignant en sciences politiques et vous travaillez notamment sur l'acceptabilité des politiques climatiques au sein de la population. Ces derniers mois, on a beaucoup parlé de backlash écologique ou retour de bâton, donc de l'impression d'un retour en arrière, avec notamment de nombreuses lois comme certaines du Green Deal qui ont été détricotées au Parlement européen, mais aussi en France avec un assouplissement de plusieurs normes environnementales, notamment après la colère des agriculteurs, mais aussi récemment. Et vous avez écrit, il y a quelques mois, une note pour analyser ce phénomène. Et l'une de vos premières conclusions, c'est que ce backlash, en fait, il est surestimé, mais il est aussi piloté par en haut, par les partis politiques. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ?
Je pense que c'est un cas très intéressant de qu'est-ce qui bloque avec la transition écologique. Donc en fait, là, on a eu pendant quelques années, on va dire même 3-4 ans depuis 2019, des vraies avancées sur la transition écologique. Il y a eu le Green Deal européen, il y a eu quand même des élections européennes de 2019 qui ont été un marqueur fort pour les Verts dans plein de pays différents. Et donc on a vécu avec cette impression depuis le 2019 qu'après les marches climat, il est en train de se passer quelque chose. Il y avait des régulations qui s'enchaînaient sur à peu près tous les sujets thématiques de la transition écologique et énergétique. On a eu des partis qui semblaient être dans un relatif consensus, un consensus mou, comme dit Jean-Yves Dormagin, mais donc un relatif consensus. Et là, il s'est passé quelque chose depuis 1 an, voire ça peut commencer il y a 1 an et demi, 2 ans. Il y a eu une espèce d'un stop, un stop qui a été mis, on peut tracer le début de ce backlash écologique, donc retour de bâton à peut-être la loi de restauration de la nature à Bruxelles, qui est un texte qui semble assez technique pour pas mal de gens, alors qu'en fait c'est un texte fondamental parce que c'est un texte qui posait la question de la protection de la nature et de la restauration de la nature, et qui a fait l'objet d'un lobbying très fort, notamment des mouvements agricoles, et qui a commencé à faire basculer une partie de la droite européenne, la droite conservatrice, et à radicaliser une partie de l'extrême droite européenne qui s'est dit, attendez, en fait, là, il y a peut-être moyen d'accélérer contre la transition écologique. Et on a vu que ça s'est manifesté aussi à l'égard du véhicule thermique, où là, on a commencé par y avoir un mouvement avec les partis d'extrême droite, très agressifs sur ces questions-là, et une partie de la droite conservatrice qui s'est dit, peut-être qu'en fait, la fin du véhicule thermique, c'est pas forcément quelque chose qui est désiré auprès de tout le monde, donc du coup, on va attaquer le Green Deal. Ouais, donc c'est cette interdiction de vendre des véhicules thermiques à partir de 2030. Exactement. Et ça, sous la pression en partie de certains lobbies. Et ça, il y a eu du coup une grande partie de la classe politique qui s'est alliée pour s'attaquer à ces régulations du Green Deal. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que face à ce retour de bâton, du coup, l'extrême droite, avec une partie de droite conservatrice dans certains pays, qui s'attaque à des régulations environnementales, eh ben, on n'a pas eu le reflux du centre et de la gauche qui ont été, par certains aspects, un peu timorés, mais c'est le propre du backlash. Le backlash, c'est un terme qui vient du début des années 90, d'une militante féministe, Suzanne Faludi, qui avait dit qu'après des années de progression sur les droits des femmes, il y a un reflux, il y a des forces réactionnaires qui vont essayer de revenir en arrière. Et en fait, le propre de ce backlash, c'est est-ce qu'il va y avoir une force qui va réussir à repousser en fait, ces forces, cette instrumentalisation de la question écologique. Et en fait, il n'y a pas vraiment eu ces forces-là. Et on voit depuis qu'on en paye les pots cassés, parce qu'il y a eu le mouvement agricole où, pareil, on a commencé, l'extrême droite à instrumentaliser la question agricole en disant que c'était un problème environnemental. Ce qui n'est pas vraiment vrai. Il y a des études d'opinion qui montrent que c'est pas le cas. Je rentre de 2 semaines en Bretagne où j'ai parlé avec des agriculteurs. Et c'est pas le sujet, la question environnementale. C'est pas vraiment la préoccupation. C'est ce qu'ils disaient d'ailleurs beaucoup. C'était la question du revenu, principalement. Exactement. Et en fait, l'extrême droite a réussi à faire rentrer dans le débat public l'idée qu'en fait, on embêtait trop les agriculteurs avec les normes environnementales et que finalement, il fallait s'attaquer à ces normes. Et du coup, ça a servi encore ces forces du backlash qui ont accéléré leur tentative de radicalisation de la position anti-écologique. Et il n'y a pas eu, comme je disais, cette force qui a résisté. Et, du coup, le gouvernement d'Emmanuel Macron a adhéré tout à fait à ces propos. Ils sont quand même revenus sur beaucoup de mesures, notamment le plan Éco-Phyto qui a été mis en pause contre les pesticides, etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu le propre de ces questions-là, c'est est-ce qu'il va y avoir, face à ces forces d'extrême droite, qui ont rallié à leur cause une partie de la droite, est-ce qu'il va y avoir une force qui va repousser cette instrumentalisation? Et en fait, et c'est là où, mais c'est le cas sur l'écologie, mais je ne vais pas parler de sujets que je maîtrise moins, mais sur d'autres sujets de politique publique, ça peut être l'immigration, mais on a des forces d'extrême droite qui mettent à l'agenda un sujet, qui vont dire, en fait, l'écologie, les gens n'en veulent pas, la transition écologique, c'est trop punitif, etc. Et en mettant à l'agenda le sujet, ils créent le narratif, et du coup, les autres partis vont évoluer autour en disant, oui, non, mais c'est vrai, on ne veut pas faire l'écologie punitive, oui, c'est vrai, on ne veut pas crisper la population, et du coup, hop, on suit l'agenda et on adapte notre discours à l'extrême droite. Alors qu'en réalité, ce qu'il aurait fallu faire, c'est que le gouvernement aurait dû rester strict sur la question environnementale et répondre au fond du problème, qui est les conditions de vie des agriculteurs, qui, pour beaucoup, sont très difficiles. Vous l'écrivez d'ailleurs, l'erreur fondamentale de nombreux décideurs politiques est de comprendre l'opposition à certaines politiques climatiques comme une opposition générale à la politique climatique. Est-ce que, finalement, ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des responsables politiques ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, et notamment dans l'opinion publique? Je pense que c'est très compliqué de comprendre l'opinion publique, parce que l'opinion publique, elle se mesure souvent à l'égard avec des sondages qui sont une mesure, on va dire, incomplète de l'opinion des Français. Oui, c'est ce que disait Bourdieu, l'opinion publique n'existe pas. Voilà, et du coup, c'est pour ça que moi, dans mon travail de recherche, je mélange des analyses de sondages qui permettent de quantifier des grandes dynamiques et du travail de terrain où je vais sur le terrain réaliser des entretiens avec des citoyens très divers qui vivent en zone rurale, périurbaine. Donc c'est très important parce que ça permet d'enrichir la compréhension qu'on a qui est assez générale d'une politique acceptable, pas acceptable. Mais même quand on regarde les études d'opinion, on se rend compte qu'on a déjà une très grande majorité des Français et Européens qui sont favorables à plus d'actions. Donc pas autant d'actions, mais plus d'actions. Il y avait un sondage fin 2023 qui disait 59% des Français considèrent que le gouvernement n'en fait pas assez, avec seulement 11%, je crois, qui disaient que le gouvernement faisait trop. C'est pour bien que, de manière générale, la transition écologique, c'est pas ça qui pose problème. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a certaines politiques climatiques,
environnementales plus généralement, qui peuvent créer des frustrations. Ça peut être le cas d'une zone à faible émission, ça peut être le cas de la taxe carbone, ça peut être le cas de passer des menus végétariens peut-être, où là on va se heurter à des conditions matérielles. On habite loin, on n'a pas forcément d'options, ou parfois à des représentations culturelles qui fait qu'on n'est pas forcément prêt à manger moins de viande, à passer au logement collectif versus un habitat pavillonnaire, etc. Et du coup, je pense que ce qui est très important, c'est de comprendre que des politiques environnementales vont créer du mécontentement dans la société, mais au lieu de répondre au fond de ces politiques environnementales, une partie de la classe politique et médiatique a réussi à nous dire que c'est la faute de la transition écologique. En fait, on veut pas de transition écologique, alors que c'est faux. Et je le continue à le voir dans mes entretiens en pleine crise de pouvoir d'achat. Pourtant, les citoyens, ils disent toujours, le gouvernement, il s'en occupe, il fait pas bien. Il fait pas assez. On devrait faire mieux. Par contre, quand on va parler des politiques, c'est vrai que là, je vais voir qu'il y a des sujets qui créent des tensions, et c'est tout à fait normal. Juste, il faut adresser ces tensions et pas juste mettre tout sous le tapis. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on entend quand même très souvent, même presque trop souvent. C'est que finalement, puisque le parti écologiste, donc Europe Écologie Les Verts, ne fait pas énormément de voix, notamment là aux dernières européennes, 5,5% des voix, ce qui a été une baisse significative par rapport à 2019, ça voudrait dire finalement que l'écologie, ça n'intéresse pas. Ce que vous montrez avec vos travaux, c'est que c'est évidemment bien plus compliqué que ça. En fait, ce qui est très compliqué, c'est de différencier l'attitude à l'égard de l'environnement quand on leur demande aux citoyens, et le point de vue qu'ils ont de manière générale de tous les enjeux, et l'environnement étant un de ces enjeux, ou l'écologie étant un de ces enjeux. Et la difficulté, c'est que ce qu'on a vu depuis 2019, c'est que le sujet environnemental était assez saillant en 2019. On en parlait dans le débat public, tous les partis ou presque étaient obligés de se positionner un peu. Du coup, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'on a parlé d'un enjeu. Les Français étant quand même majoritairement favorables à cet enjeu dès qu'on en parle, on a eu quand même une traduction avec un vote qui était, malgré la hausse de l'extrême droite, quand même un vote plus vert, plus modéré, on va dire, qu'on l'a eu en 2024. Et en fait, ça montre bien on l'a vu aussi pendant les municipales. Exactement. Et en fait, quand on parle de ces sujets-là, ça crée de la salience dans l'opinion, et ça fait qu'après, ce qu'il faut, c'est répondre sur le fond. Le problème d'actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est que le sujet est très peu saillant, il est plus en tête, en top des priorités. On a le pouvoir d'achat, on a la crise, depuis la crise en Ukraine, on a ces questions géopolitiques, on a des questions en vrai en lien avec l'immigration, parce qu'on a une partie extrême droite qui a vraiment investi, et l'extrême droite qui a beaucoup investi ce sujet-là, et du coup, l'environnement est de moins en moins saillant. Ce qui fait que quand typiquement, moi, je rencontre des citoyens, on parle d'écologie, on se rend compte qu'il y a un soutien général à l'action, qu'il y a des craintes vis-à-vis de certains sujets, mais qu'il n'y a pas la volonté de faire marche arrière. Par contre, quand on leur demande dans les études d'opinion ou dans des entretiens individuels, est-ce que c'est un sujet qui compte pour votre vote? La majorité des gens ils disent non, c'est pas sur ça qu'ils vont baser leur vote. Et du coup, ça explique aussi pourquoi est-ce que les Verts font 5% et pourquoi est-ce que l'extrême droite, qui est pourtant anti-écologique, elle avance, on va dire, en Europe, en France, en Allemagne, et elle gagne aux États-Unis. Ça, c'est très important parce que ça prouve aussi qu'il y a une question de, non seulement quand on pose la question, comment on adresse les problèmes, mais aussi comment on fait pour que le sujet remonte à l'agenda. En fait. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire pour l'instant. Oui, et surtout que la question écologique n'a absolument pas été présente dans les débats, ou très peu, pendant la campagne pour les européennes, mais aussi pendant la campagne législative, alors qu'on vient quand même de vivre une période politique assez dense. Après, on peut aussi quand même parler du fait qu'il y a d'autres partis de gauche qui se sont saisis de la question écologique, donc Europe Écologie et Les Verts ne sont pas les seuls représentants aussi d'un vote écologique en quelque sorte. Vous l'avez dit, le mécontentement des citoyens, il reste une réalité malgré cette préoccupation climatique et écologique, et il faut y répondre. Et d'une certaine manière, les études montrent qu'une majorité d'entre eux veulent plus d'action. Vous avez beaucoup travaillé avec des entretiens qui ont été réalisés, donc principalement hors des grandes villes, avec des citoyens au profil socio-démographique très différents, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on dépasse ces résistances à l'égard des politiques climatiques. Est-ce que, avant d'en venir à ce point-là, est-ce que vous pouvez raconter un peu qu'est-ce qui est ressorti le plus de vos entretiens, de vos recherches sur le sujet? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé d'une certaine manière? Moi, je dirais ce qui m'a le plus frappé, c'est à la fois le fait que c'est des sujets dont les gens ne parlent pas, qui me disaient souvent au quotidien, on n'en parle pas, on n'y pense pas vraiment. Et du coup, l'entretien, c'était le moment aussi pour eux de se poser et de penser à un sujet. Et là, je stigmatise personne parce que je pense que c'est pas propre à ces territoires. Je pense que c'est propre à beaucoup de Français qui, au quotidien, sont pas forcément toujours en train d'en parler avec des amis, des collègues, et d'y réfléchir et de se dire mais qu'est-ce que j'en pense. Mais ce qui, du coup, m'a vraiment frappé, c'est qu'au moment où on fait cet exercice, de se poser l'un en face de l'autre, on était 1 heure, 2 heures ensemble, parfois même on partageait un gâteau, un verre de vin, on discutait. Et en fait, là, ça a créé une discussion où les gens se disaient ok, alors qu'est-ce que moi je pense de ce sujet-là? Ils partageaient des craintes vis-à-vis de certaines contraintes, ils expliquaient qu'ils croyaient pas forcément à telle ou telle solution, mais moi la discussion s'est engagée. Donc déjà, ça, je trouve ça assez frappant, l'idée de se dire qu'en fait, et c'est le cas pour plein de sujets, mais les travaux de sciences sociales, ils démontrent que c'est en parlant qu'on crée des opinions, et qu'on crée aussi un récit, qu'on se dit peut-être qu'il faut agir, qu'on pense aux solutions. Donc déjà, le premier point, je pense, que j'ai compris, c'est qu'il faut essayer de faire en sorte que ce sujet soit plus dans le débat public, qu'on en entende parler à la télé, qu'on en parle avec ses voisins, qu'on fasse en sorte que ça soit un sujet quotidien. Et après, ce qui m'a frappé, c'est la
ce que la transition écologique voulait dire pour les gens. Et ça, cette dimension-là, elle est assez contextuelle. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est quand on fait des entretiens dans le centre-Bretagne, territoire très peu dense et très agricole, quand on va parler d'écologie, naturellement, les gens ils vont penser à l'agriculture. On va se dire, ah oui, il y a le problème des pesticides, il y a les algues vertes en Bretagne, il y a la pollution à cause d'élevage porcin, et parfois, ils parlaient un peu de mobilité. Et quand on fait des entretiens dans les zones périurbaines alsaciennes, là, ça va être transport, parce que zone périurbaine dit, il faut que j'aille rapidement à Strasbourg, que j'aille à Mulhouse, et donc là, transition écologique, c'était zone à faible émission, ça m'embête, taxe carbone, comment je fais, comment je vais les transports publics, etc. Et du coup, c'est juste 2 exemples. Hein. Et on va prendre un troisième, à mon avis, qui est très intéressant. J'ai fait des entretiens aussi en Lorraine, territoire donc désindustrialisé. Et c'est vrai que là, ce que j'avais pas forcément eu dans d'autres territoires, là, c'était attention aux emplois. Parce qu'on a quand même déjà perdu des emplois, qu'est-ce qu'on va pas quand même perdre encore les derniers emplois qu'on a. Et du coup, ça montre bien qu'en fait, ce que la transition écologique aussi veut dire pour les gens, elle dépend aussi de leurs conditions de vie individuelles, mais aussi du contexte dans lequel ils évoluent. Ça, c'est important à comprendre, parce que ça veut dire que les réponses, elles vont aussi dépendre du contexte, des personnes, et du coup, dans quel contexte ils se situent. Justement, vous le dites après vos entretiens, c'est que ça a montré que les gens ne sont pas fondamentalement contre la transition écologique, qu'il y a vraiment une question aussi de vouloir que les coûts, les bénéfices soient équitablement répartis, et qu'à partir de là, il peut y avoir des discussions fécondes, en fait, sur des politiques écologiques. Donc ça, c'est très intéressant, la question de l'équité, parce que c'est quelque chose qui est revenu encore et encore dans les travaux de recherche, et on sait qu'il y a toujours quelque chose qui est en lien avec la distribution des coûts et des bénéfices, dans le soutien à différents types de politiques publiques d'ailleurs, pas forcément l'environnement. Or, la question écologique, c'est une question qui est très distributive, parce que c'est une question il y a un moment, il y a des comportements qui sont inégalement répartis dans la société, parce que, par exemple, on a des contraintes qui sont différentes, on a besoin de plus sa voiture dans certains territoires que dans d'autres, parce qu'on a des métiers différents, qui fait que, par exemple, certains métiers, ils doivent aller au travail à 4h du matin, pas forcément au transport public. Voilà, donc il y a des contraintes qui sont différentes en fonction de là où on vit et de la personne qu'on est, nos modes de vie qu'on adopte. Et du coup, la question de la transition écologique, forcément, elle va se heurter à ces différences de mode de vie, ces différences de contraintes auxquelles on est exposé. Et puisque, du coup, ça pose des questions distributives, naturellement, la transition écologique, elle peut créer du ressentiment de la part de ceux qui disent, vous mettez en place une politique qui est la même pour tout le monde, sauf que pour moi, c'est pas juste parce que moi, j'ai des contraintes qui rendent ça très compliqué. Sûr. Ça, c'était les gilets jaunes, on l'a vu très bien. C'était évidemment la taxe carbone, Taxe carbone, je vis dans le périurbain, dans le rural, comment je fais ? Et en fait, c'était pas juste une question des gilets jaunes de je veux pas faire de changement. C'est juste, en fait, comment je fais. Et comme je peux pas faire, forcément, ça crée du ressentiment. Je suis pas en train de vous expliquer non plus que les gens, ils sautent de joie à l'idée d'avoir taxe carbone. Il faut être conscient aussi qu'il y a beaucoup de mécontentement ou de défiance à l'égard de certains instruments. Mais ça montre juste aussi que si on pose pas la question de la distribution des coûts et donc aussi des bénéfices, parce qu'à la fin, typiquement, la zone à faible émission, les coûts sont inégaux, parce que les gens qui vivent en périphérie sont beaucoup plus exposés que les gens qui vivent dans le centre, et les bénéfices sont aussi inégaux. Parce que du coup, les bénéfices sont concentrés pour le centre, qui a une meilleure qualité de l'air, et dans le périphérique, il n'y a pas vraiment d'amélioration de la qualité de l'air, c'est pas le gros changement. Et du coup, ça pose des questions, c'est juste un exemple de comment on va distribuer les coûts, compenser pour cette inégale distribution des coûts, et comment aussi on va faire en sorte que les bénéfices de la transition écologique soient distribués auprès de tous les citoyens. Alors justement, vous avez élaboré à partir de vos recherches 12 pistes pour rendre la transition écologique plus acceptable et désirable. Je vais les énoncer rapidement ici. Donc articuler un discours autour de la transition juste, dépasser les seuls aspects économiques, séquencer le discours et les mesures, inscrire le problème écologique dans le quotidien des individus, mentionner les solutions concrètes et mettre en valeur les réussites, territorialiser les politiques publiques et les discours écologiques, prendre en compte le rôle des identités et des émotions, situer l'action climatique dans les référentiels individuels, considérer l'importance du messager, reconnaître ce que les individus font déjà, considérer que l'ensemble du discours politique compte. J'aimerais qu'on commence avec ce dont on parlait justement, le fait d'articuler un discours autour de la transition juste et aussi de créer une transition juste dans cette idée que, d'une certaine manière, il faut créer un effort collectif et juste autour de l'action climatique pour pouvoir justement susciter l'adhésion des citoyens. Vous avez mené une expérience avec vos collègues Malo-Jean et Louis Sattelmeyer en ajoutant dans un sondage des mesures symboliques à 2 mesures qui sont considérées comme impopulaires par les responsables politiques, la limitation de la vitesse à 110 km/h sur l'autoroute et l'interdiction des vols intérieurs en avion si une alternative en train de moins de 5 heures existe, qui étaient d'ailleurs 2 mesures qui ont été proposées par la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que vous pouvez expliquer justement cette expérience que vous avez menée et ce que vous en avez tiré comme conclusion ? En fait, cette expérience, elle vient de mon travail de terrain à la base. En fait, pendant mes entretiens, c'est revenu à plusieurs reprises que les gens disaient
Je veux pas faire ça. Bon, en vrai, peut-être que je veux le faire, mais bon, après, ils sont marrants, ceux-là, avec leur jet, ou Gabriel Attal qui prend son avion juste pour aller ouvrir une école en Bretagne, ou alors lui qui refuse de prendre le train parce que ça prend trop de temps, etc. Du coup, je me suis dit, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens, naturellement, ils vont mobiliser ces comportements symboliques des élites politiques, ou parfois économiques, hein, dans le cas de Bernard Arnault, par exemple, qui est revenu dans l'entretien. Ils vont mobiliser ça pour refuser, potentiellement, certaines politiques climatiques qu'on discutait. Et du coup, l'idée, c'était, est-ce que, en ajoutant à une politique coûteuse, typiquement, ces deux politiques que vous citiez, qui sont deux politiques intéressantes parce qu'elles ont été retoquées. Hein. Enfin, elles sont pas été incluses ensuite dans le projet de loi climat et résilience après la Convention citoyenne. Donc on s'est dit, OK, c'est des mesures qui sont impopulaires, mais est-ce que si on ajoute à ces mesures impopulaires une mesure symbolique qui s'attaquerait justement à ces comportements des élites, c'est-à-dire le comportement soit des élites économiques qui voyagent en jet, donc on peut interdire les jets en France ou taxer les jets, soit les élites politiques, et on s'est limité même aux ministres, hein, donc c'est-à-dire une dizaine, vingtaine de personnes qui pourraient voyager en train plutôt que voyager en avion. Donc on peut être d'accord, c'est des mesures assez symboliques, c'est-à-dire qu'elles vont pas avoir un impact massif sur les émissions de gaz à effet de serre, encore notamment celles sur les ministres, mais elles envoient un message, elles signalent quelque chose. Et cette dimension-là, elle est très symbolique. C'est on signale quelque chose qui est, on va mettre une contrainte sur vous, les individus, donc c'est-à-dire toute la société, mais on va aussi demander à des personnes qui sont un peu dévalorisées, c'est-à-dire les élites, on va aussi leur demander, même symboliquement, de faire quelque chose au niveau de leur déplacement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en faisant ça, qu'en les mettant ensemble, ça faisait augmenter massivement le soutien à la politique coûteuse. Et dans le cas, typiquement, de la réduction des vitesses sur l'autoroute, donc de 130 à 110, on se rend compte que c'est un peu technique, mais d'une échelle de 1 à 4 de soutien, 1 étant « je veux pas du tout cette politique », 4 étant « je veux vraiment cette politique », si on ajoute une politique symbolique à l'égard des ministres, ça augmente le soutien de 0,6. Mais 0,6 de 1 à 4, c'est énorme. Hein. Alors, je vais le dire autrement peut-être, parce que en gros, dans la première version du sondage où on demandait juste aux personnes si elles étaient pour ou contre la réduction de la vitesse à 110 km/h, ils étaient à 49% pour, alors que quand la mesure symbolique a été ajoutée, eh bien, ils étaient à 75% pour. Donc, ça a complètement bondi, quoi. Voilà. Les pourcentages sont plus clairs à comprendre, c'est des références. C'est vrai que je pensais aux statistiques. Et, donc c'est vrai que sur la question de l'interdiction des vols intérieur, à l'origine, c'était 80% des sondés qui étaient pour et ils étaient 83% après la mesure symbolique. Donc c'est vrai que c'est moins, c'est intéressant parce que c'est un bond qui est moins important. Ça veut dire qu'il y a peut-être en fait un soutien déjà important sur cette question des vols intérieurs. En fait, ça qui est très intéressant et c'est pour ça aussi qu'on voulait tester ces deux politiques parce qu'elles sont présentées comme étant comme créant l'inacceptabilité. Et en fait, on s'est dit, c'est pas sûr que ce soit le cas, parce que quand on regarde d'autres études d'opinion ou le terrain, ben, c'est pas forcément ce qui revient. Et du coup, on se rend compte qu'une politique très coûteuse, typiquement la réduction de la vitesse, là, il y a vraiment moyen d'aller chercher des gens en faisant une mesure symbolique. Quand une mesure, elle est déjà plutôt populaire, c'est vrai que c'est logique qu'on puisse pas aller chercher les derniers qui, de toute façon, voulaient peut-être pas forcément de transition écologique. Mais ce qui est très intéressant avec cette question-là, c'est que ça pose non seulement la question de la distribution de l'effort, parce qu'on va demander aussi à des personnes qui sont considérées comme ne faisant pas d'efforts, on va leur demander de faire des efforts, mais ça pose aussi la question qui est relativement symbolique de, à mon avis, j'ai presque envie de dire, faire société collectivement. Bien sûr. Parce qu'en fait, ce qu'on demande aux individus, c'est pas on va pas baisser la contrainte sur les individus. On va quand même garder la même politique, la même réduction de la vitesse. Donc ça ne change pas le fait qu'ils auront quand même cette politique qu'ils n'aiment pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en allant chercher autre chose, en allant chercher les élites économiques ou politiques, eh ben, on crée quelque chose dans la société qui est sûrement de l'ordre de, bon, bah, si collectivement on y va, alors on y va. Ça fait écho à ce que je voyais sur le terrain qui est, comme je vous disais, il n'y a pas d'opposition frontale forcément à tout. Certaines personnes sont contre par principe, ça c'est comme ça, mais il y a une bonne partie de la population où je sentais une hésitation. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que ça démontre qu'il y a des citoyens qu'on est allé chercher, entre guillemets, grâce à cette mesure symbolique, sans abaisser la contrainte, mais juste parce qu'on a dit, bah, vous voyez, on va faire collectivement. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à aller faire là-dessus. C'est un sujet qui a pas mal intéressé, hein. Ça a intéressé les décideurs politiques, des journalistes, parce qu'ils se sont dit, mais attendez, peut-être que là, c'est en train de poser la question de c'est quoi le contrat social un petit peu écologique et comment est-ce qu'on va faire société ensemble. Peut-être que ça peut vouloir dire aller demander aux élites aussi, qui sont des personnes qui sont sous le feu des projecteurs, d'aller montrer qu'elles aussi, ce qu'elles demandent aux gens, elles vont se l'appliquer à elles-mêmes. Mais sur les 110 km/h, quelle était la mesure symbolique que vous avez ajoutée ? On a séparé les citoyens en 3 groupes. Une partie des citoyens étaient seulement exposés à la mesure coûteuse, c'est-à-dire réduire la vitesse. Une partie des citoyens étaient exposés à la mesure coûteuse, réduire la vitesse et demander aux ministres de voyager en train au lieu de voyager en avion. C'est une mesure qui s'attaque à 30 ministres, donc c'est très faible en fait comme impact. Et ensuite, un troisième sous-groupe qui avait la même chose, la politique coûteuse, mais on va demander aux jets privés, on va interdire les jets privés en France. Donc là, c'est une mesure symbolique, mais un peu plus coûteuse aussi pour une partie des élites économiques. Mais du coup, on s'était dit, ces deux mesures-là, c'est des mesures relativement symboliques parce qu'elles s'attaquent à des élites politiques ou économiques. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait s'imaginer qu'en fait, les gens, ils vont préférer s'attaquer aux élites économiques parce que, on imagine qu'elles polluent plus et on imagine qu'elles sont plus
on sentirait plus qu'aller les chercher, ça créerait de la désirabilité. Et en fait, ça marchait un peu plus de s'attaquer aux élites politiques. Mais on peut imaginer là, parce qu'il y a un ressentiment très fort politiquement. Oui. On le mesure dans les sondages, on le voit sur le terrain. Les gens ne croient plus dans la politique, ne croient plus dans les élites politiques. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on sent qu'en plus d'aller chercher une idée d'équité, tout le monde contribue. Il y a vraiment cette idée de cette élite-là, voilà, j'ai du ressentiment, je suis quand même content qu'elle fasse un effort. D'autant plus que c'est cette élite-là qui m'impose les contraintes. Et surtout qu'il y a une volonté d'exemplarité. C'est-à-dire qu'on a vu quand même ces dernières années que le jet de Jean Castex ou de Gabriel Attal a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, alors que ça n'aurait peut-être pas été le cas il y a 5 ans, par exemple. Donc il y a de plus en plus un ressentiment aussi par rapport à aussi cette impression d'un deux poids, deux mesures qui est quand même assez légitime. Quels sont les autres moyens que vous avez pu trouver à travers aussi vos recherches de ce qui a pu se passer dans d'autres pays européens, de créer une transition juste, à la fois dans les discours, donc dans ces mesures symboliques, mais aussi dans les faits? En fait, c'est très intéressant parce que la transition juste, ça recoupe beaucoup de choses différentes. Ça recoupe d'abord le coût qu'on va imposer aux individus en termes de pouvoir d'achat. On peut penser par exemple à la taxe carbone ou à taxer les véhicules polluants. Ça recoupe la question des emplois. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui vont devoir changer d'emploi et qui du coup peut-être vont perdre leur emploi à cause de la transition écologique? Ça pose la question aussi de la participation. En fait, la justice, c'est pas qu'une justice distributive, c'est aussi la justice procédurale. Donc, c'est-à-dire que les gens, est-ce qu'ils sont impliqués dans le processus? Et il y a de nombreuses études qui travaillent sur des sujets différents. Ce que j'essaie, c'est un peu de les rassembler tous ensemble pour un peu voir où est-ce qu'on peut aller. Un exemple très concret sur le coût qui est mis sur les individus. Il y a une étude qui a été menée que je cite souvent parce qu'elle est très intéressante. Elle a été menée à Milan, une zone à faible émission qui impose un coût sur les citoyens en dehors de la métropole de Milan. Et donc, je précise juste zone à faible émission, on empêche les voitures diesel de rentrer en fait dans un certain périmètre. Ou alors on taxe un véhicule polluant qui pourra quand même rentrer, mais il sera taxé. Donc ça dépend des villes ou des pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que là on s'est rendu compte que les citoyens qui étaient exposés à cette taxe en vrai sur les véhicules polluants, eux ils étaient plus à même de voter pour l'extrême droite aux élections suivantes. Donc on pourrait dire très mauvaise nouvelle. Mais en fait ce que cette étude elle montre, c'est que dans les communes qui ont mis en place des mécanismes de compensation pour accompagner les citoyens qui devaient changer potentiellement de voiture, passer à autre chose, il n'y a pas eu de hausse du vote d'extrême droite. Donc ça prouve bien que dès qu'on accompagne les citoyens sur le pouvoir d'achat, ça peut marcher. On peut mettre en place des politiques coûteuses et accompagner les citoyens. Deuxième exemple, c'est l'emploi. De la même manière, dans le cas des États-Unis, il y a eu on le voit, on le paye encore aujourd'hui avec l'élection de Donald Trump, il y a dans certains territoires des grandes communautés dépendantes des énergies fossiles. Parce que les États-Unis sont encore un grand pays fossile, essence, donc pétrole, gaz de schiste, etc. Ou ça peut être aussi parce qu'elles produisent des véhicules thermiques, typiquement. Et elles sont dépendantes des véhicules thermiques. J'ai un collègue... En Pennsylvanie, par exemple, il y a à peu près 500 000 personnes qui dépendent de la fracturation hydraulique. Et c'est d'ailleurs pour ça que Kamala Harris a dit qu'elle était pour de la fracturation hydraulique. Et ça prouve bien que le backlash aussi commence à rentrer dans la gauche américaine, parce qu'ils se sont dit on va peut-être perdre des voix en allant s'attaquer au gaz de schiste, qui pourtant est une aberration écologique. Mais si on prend l'exemple de l'automobile, j'ai un collègue qui travaille sur ça à l'université de Princeton. Il a mené une étude où il a montré que dans le cas du Michigan, le passage au véhicule électrique, depuis quelques années, est en train de fracturer l'industrie, est en train de créer potentiellement créer des pertes d'emplois dans certains secteurs de l'industrie. Et on s'est rendu compte que ces individus-là, impactés par cette potentielle transition, ils se sont tournés davantage vers Donald Trump en 2016, qui a fait basculer d'ailleurs l'élection dans le Michigan en partie. C'est son argument. Et ce qui est intéressant, c'est que là, encore une fois, on voit le risque. On voit le risque si on fait pas attention à des emplois. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des solutions. Je prends l'exemple souvent d'une étude qui est menée en Espagne aussi d'un plan de transition juste. Travailleurs du charbon, donc on s'imagine bien, c'est pas très facile, parce que ça veut dire s'attaquer à quelque chose dont les gens dépendent pour travailler, mais aussi une identité très forte quand on est une communauté de charbon. Et ce que cette étude, elle montre, c'est que comme le processus en Espagne, il a été fait main dans la main avec les communautés locales. Donc un plan de sortie du charbon. Voilà, plan de sortie du charbon, donc ça veut dire ça va être fini. Ok, main dans la main avec les syndicats, main dans la main avec les communautés locales, les citoyens, on va travailler sur des plans de formation, des plans de départ à la retraite, des plans pour accompagner les communautés. Ça s'est traduit électoralement par une hausse du vote pour le Parti social-démocrate. C'est-à-dire qu'une politique écologique très coûteuse s'est traduite par une hausse du vote pour un parti de gauche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a vraiment eu ce travail collectif de participation, d'implication. Donc on peut répondre à ces problèmes-là. Après, j'ai de nombreux exemples, mais ça montre quand même que la transition juste, si on compense pas les coûts, si on n'accompagne pas les individus vers de nouveaux emplois, si on n'implique pas les gens dans la décision, on va avoir un backlash, pour le coup, qui va vraiment se traduire dans les sociétés. Par contre, si on fait tout ça, c'est possible de trouver un chemin. C'est pas facile, mais c'est possible. Et par exemple, à Milan, sur la question des zones à faible émission, quels étaient les mécanismes de compensation qui ont été mis en place ? Est-ce que c'était des aides, par exemple, pour acheter une voiture électrique ? Est-ce que vous savez à peu près concrètement quelles étaient ces mesures ? Je crois que ça dépendait assez des différentes communes qui ont été mises en place. Ça pouvait être soit des aides pour accompagner les déplacements à mobilité,
la transition vers une nouvelle mobilité, une mobilité douce, ça pouvait être des mécanismes mis en place localement, par exemple, pour aller vers les transports en commun. Je crois que ça dépendait des communes. Mais l'idée, quand même, ça reste de se dire il faut accompagner les gens. Oui, on n'est pas simplement sur une interdiction et ensuite vous vous débrouillez. C'est à un moment, les individus, même s'ils étaient d'extrêmement bonne volonté, qu'ils n'attendaient qu'une chose, la transition écologique, si à un moment ils peuvent plus aller au travail, ils peuvent juste plus aller au travail. Donc il faut aussi se poser la question de comment est-ce qu'on adresse ces questions assez matérielles. À un moment, même si je veux, comment je fais? Et moi, j'ai rencontré sur le terrain des gens très écolos, qui se labellisaient comme écolos, mais qui disaient, en fait, à la fin des fins, moi, j'ai juste pas le choix. En fait, si j'ai pas de voiture, je fais quoi? Ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut entendre, et je pense qu'on est en train de l'entendre. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment entendre. Justement, vous en parliez dans une interview, il y a quelque chose d'assez compliqué dans le sens où, en fait, on sait qu'il y a quand même un certain nombre de co-bénéfices qui vont avec la transition écologique et des bénéfices qui sont assez évidents sur la pollution de l'air, sur les questions de santé aussi. Et pourtant, c'est des choses qui n'arrivent pas vraiment à exister dans le débat public aujourd'hui. Quand on parle d'écologie, on va plutôt parler de ce qu'on perd plutôt que de ce qu'on gagne, en quelque sorte. Quels sont les autres leviers qui vous semblent essentiels aujourd'hui pour justement rendre cette transition écologique plus acceptable, mais aussi plus désirable d'une certaine manière? La question des co-bénéfices, je pense qu'elle est très intéressante parce qu'elle est sous-investie par les personnes qui parlent d'écologie. Ou alors, elle est investie de manière parfois un peu caricaturale. Mais en fait, la transition écologique, c'est ce que je dis, elle va amener beaucoup à la société par définition. On sait que ça va arriver. On sait que des voitures électriques, malgré leurs défauts, elles vont améliorer la qualité de l'air. On sait que manger bio, ça améliore, ça baisse nos risques de cancer, donc ça améliore notre santé. Il y a beaucoup de choses dont on sait qu'elles vont nous aider à se sentir mieux, à vivre mieux, peut-être avoir une meilleure économie potentiellement. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des co-bénéfices qui sont à construire parce qu'ils ne sont pas naturels. C'est tout à fait possible d'avoir des véhicules électriques qui sont complètement faits en Chine. Dans ce cas-là, on a une meilleure qualité de l'air. Par contre, on est totalement dépendant de la Chine pour produire nos véhicules. Pareil pour les énergies renouvelables. C'est tout à fait possible d'avoir les énergies renouvelables qui tournent, qui nous envoient de l'électricité décarbonée, mais tout ça, c'est investi par des entreprises étrangères, ou alors, à minima, c'est investi par l'État, et du coup, les communautés locales, elles bénéficient de rien. Par contre, ça prouve bien que ce qu'il faut raconter, c'est comment est-ce qu'on peut délivrer les co-bénéfices aux citoyens. Non seulement les co-bénéfices évidents, dont il faut parler de santé. Il y a de plus en plus de collègues chercheurs qui travaillent justement sur ce lien santé-environnement, parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose à aller chercher. Il y a une étude qui a été faite par Elab pour Veolia, qui avait montré que dès qu'on cadrait la question écologique autour d'une question de santé, ça faisait augmenter le soutien. Donc ça, c'est intéressant. Mais aussi, il faut aller expliquer. Il faut dire, en fait, les batteries, si on les fait en France, non seulement c'est plus indépendance énergétique, en plus on va mieux le faire. Donc c'est-à-dire peut-être qu'il faut des mines. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses qu'il va falloir faire, mais c'est possible d'aller chercher de l'emploi local, de l'indépendance énergétique, du coup de la croissance potentiellement, pas de la croissance économique dérégulée, mais de la croissance de l'emploi. Typiquement, ça c'est quand même quelque chose qui est très important, c'est que les citoyens à l'égard de la transition écologique, ils ont de la défiance parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'emploi forcément à la clé, il n'y a pas forcément d'amélioration de leurs conditions économiques. Alors que si jamais on leur montre que la transition écologique, ça peut créer de l'emploi au niveau local, que c'est pas contre eux, mais que c'est pour eux, ça va développer. La plupart des scénarios prospectifs montrent que ce serait de 300 à 500 000 emplois créés nets, c'est-à-dire en comptant les décisions. C'est ça le problème. Et du coup, là, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ces emplois qu'on va pas réussir à garder, qu'on va peut-être perdre. Il va falloir trouver ça, justement, les mécanismes de compensation. Mais je pense que ça, c'est un bon exemple, l'emploi où on peut résoudre une bonne partie des problèmes avec de l'emploi. Je sais que la centrale, typiquement de Saint-Avold, c'est une centrale à charbon dans le nord de la Lorraine, qui est parfois réouverte, refermée, réouverte, on ne sait jamais trop, ça dépend de l'hiver. Elle vient d'être ouverte. Mais il y avait vraiment un projet de se dire, en fait, on va transformer cette centrale pour produire de l'hydrogène. Il y a des projets comme ça à travers la France. Il y en a une à Dunkerque aussi, où pareil, on se dit, OK, les infrastructures énergétiques, on a désindustrialisé. En fait, vous allez voir, la transition écologique, ça va ramener des emplois, ça va ramener de la fierté locale, ça va faire en sorte que le territoire va être de plus en plus dynamique, etc. Je pense qu'il faut aller là-dessus, il faut expliquer tous les bénéfices et pas forcément toujours parler du changement climatique comme quelque chose qui nous tombe dessus. Parce qu'en fait, ça, c'est aussi un autre problème. C'est que quand je dis faut parler des co-bénéfices, c'est l'idée de se dire, en fait, il faut parler de ce qui va impacter la vie des gens. Et à la fin, faut pas juger les individus, faut juste se dire qu'on vote aussi en fonction de nos conditions d'existence, de ce qu'on pense qui est juste, pas juste, de ce qui va nous bénéficier, etc. Mais c'est tout à fait normal, on fait tous ça. La question, c'est, OK, comment est-ce qu'on va délivrer aux citoyens différents types de bénéfices, mais très concrètement, dans l'emploi, dans le pouvoir d'achat, dans la qualité de vie, etc. Donc ça veut dire que bien sûr, il faut parler du changement climatique, il faut parler de cette chose qui arrive, qui est un peu angoissante et qui va nous menacer, mais il faut montrer comment la transition écologique, en réponse au changement climatique, a un problème, comment les solutions, elles vont changer notre vie pour le mieux. J'en reviens d'ailleurs à la question démocratique, parce que vous le dites aussi qu'au fil de vos entretiens, il y a beaucoup de personnes qui vous disent qu'en fait, on leur demande jamais leur avis, qu'elles ont toujours l'impression que les décisions viennent d'en haut, et que d'une certaine manière, aujourd'hui, il y a une volonté d'être pris en compte, qu'il y a une sorte de concertation, et qu'il pourrait y avoir une meilleure acceptabilité de certaines mesures qui peuvent être considérées comme un peu difficiles pour tout le monde, si en fait chacun pouvait y participer. Et c'était finalement un peu tout le but de la
Convention citoyenne pour le climat, où 150 citoyens qui avaient été tirés au sort ont été prêts, après des discussions, quand ils ont compris les enjeux, à se dire « Ok, je suis prêt à faire cet effort parce que ça me semble vraiment important pour notre société ». La Convention citoyenne, c'est un exemple de ce qui aurait pu être un immense succès et qui a quand même, à la fin, se transformé en un petit raté, parce que moi, c'est vrai que ça me choque toujours quand je fais des entretiens, que naturellement, les gens disent « Mais ce jour-là, on nous a pas écoutés ». Donc ça, c'est quand même intéressant sur le fait que ça a été un petit raté. Ça a quand même apporté beaucoup de choses positives, mais il y a eu cette petite frustration de se dire on n'est pas allé au bout. Et la grande raison de pourquoi on n'est pas allé au bout, c'est qu'on n'a pas, dès le début du processus participatif, dit quoi qu'il se passe, les citoyens, ils décident et on va mettre en place leurs mesures, sauf quand c'est inconstitutionnel ou sauf s'il y a un problème. Enfin, on peut toujours s'ajuster, mais il aurait fallu dès le début dire en fait on fait confiance aux citoyens. Et Emmanuel Macron avait dit je passerai vos propositions sans filtre. Hein. Il aurait fallu le faire, on va dire. Je pense qu'on va dire dans les textes, quoi. Il aurait fallu dire en fait j'ai les mains liées, parce qu'en fait la difficulté aussi avec ce processus participatif, juste à un parti sur la Convention citoyenne, c'est que il faut quand même se rendre compte que c'est des citoyens représentatifs, mais qui au bout de 6 mois ne le sont plus tant que ça, dans la mesure où ils ont été formés par des experts sur plein de sujets. Donc nécessairement ils proposent des choses que la majorité de la population peut ne pas accepter. Typiquement la baisse de la vitesse sur l'autoroute. Oui. Ce qui est normal, mais on peut imaginer pourquoi. Mais du coup, nécessairement, la politique, dans ce cas-là, est mise sous pression en se disant, en fait, les gens, ils veulent pas de ça. Du coup, je préfère ne pas mettre à dos la société, quitte à mettre à dos les citoyens de la Convention citoyenne. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est dire, le président aurait dû dire, je peux rien y faire. C'est comme ça, j'avais dit, et c'est dans les textes, il faut que ça le fasse. Mais ça a aussi été tout le problème de la Convention citoyenne pour le climat, c'est que normalement, les débats qui avaient lieu au sein de cette assemblée auraient dû avoir lieu au même moment au sein de la société, grâce à des médias qui se faisaient relais des propositions et qui essayaient justement d'expliciter toutes ces propositions. Ça n'a absolument pas été le cas. C'est pour ça que ça aurait pu être quelque chose de phénoménal, dont on serait rappelé. Mais là, on parle du coup de la participation au niveau très macro. En fait, la participation au niveau très local, c'est aussi peut-être par là que ça va passer, typiquement. On prend l'exemple. Je pense que le meilleur exemple, c'est les éoliennes. Les éoliennes, c'est quelque chose dont, de manière générale, on est plutôt d'accord sur le fait qu'il faut en avoir. Quand on regarde les études d'opinion, c'est toujours assez étonnant comme on sous-estime à quel point les gens sont pour. La difficulté, c'est qu'on a bien compris qu'on n'arrivait pas forcément à le faire localement. Pas à côté de chez eux. Voilà. Mais aussi pourquoi. Et ça, c'est des études qui le montrent. Et moi, je l'ai beaucoup vu sur mon terrain en parlant des éoliennes avec les gens. C'est que c'est non seulement, parfois on trouve pas ça très beau, parfois on n'y croit pas forcément, mais c'est aussi parce qu'on a parfois l'impression que le truc qui nous est posé là, à côté de nous, qu'on n'a pas forcément notre mot à dire, et surtout que les bénéfices des éoliennes, ils vont aller ailleurs, à des entreprises ou typiquement à l'État. Parce que si c'est des projets qui sont arrivés par en haut, les communes, elles touchent 20% des impôts qui sont dérivés des éoliennes. Donc moi, j'ai rencontré des maires qui disaient « Bon, c'est quand même bien parce que ça nous fait un petit pactole, mais ça reste modéré si c'est pas sur les terrains de la commune, si c'est pas un processus communautaire. » Donc c'est-à-dire que la société qui vraiment décide de posséder ses propres éoliennes. Par contre, dès que c'est des projets qui sont faits par les citoyens, donc vraiment, comme on dit en anglais, grassroots, qui va vraiment du terrain, si c'est fait par les citoyens, que les citoyens possèdent, sont peut-être actionnaires des éoliennes, et ben là, le soutien c'est le cas dans certaines régions, dans certains pays en Europe aussi. Et ben on se rend compte que dans les pays du Nord, ça a été quelque chose qui a été très développé, et d'ailleurs, ça a créé beaucoup moins de ressentiment, parce qu'en fait, les gens ont été directement bénéficiaires, donc on revient à ce que je disais sur les bénéfices. Et même en France, j'étais récemment, en Bretagne, et dans le sud de la Bretagne, il y a eu le premier parc éolien citoyen. Et en fait, ça n'a pas du tout créé de ressentiment. Ça, c'est passé, j'ai pas envie de dire comme lettre à la poste, mais c'est passé plutôt bien. Pourquoi ? Parce que c'est des citoyens qui ont dit, en fait, on va mettre des éoliennes, parce qu'en fait, c'est dans un territoire où ça pourrait créer de la richesse, ça pourrait nous apporter des bénéfices, et on va posséder, techniquement, un moyen de production d'énergie. Et là, ça a créé beaucoup moins de sentiments. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a commencé à avoir d'autres parcs éoliens citoyens dans la région, y compris dans des communes d'ailleurs de droite comme de gauche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était devenu, attendez, mais c'est plutôt une bonne idée, en fait. Ça va nous apporter des bénéfices, et on va posséder notre énergie. Et c'est pareil avec les panneaux solaires. Les gens sont plutôt favorables à l'idée de mettre des panneaux solaires sur leur toit. Parce qu'ils se disent, mais en fait, non seulement c'est écolo, mais en plus, c'est bénéfique à moi, localement, peut-être à mes voisins, etc. Alors que les grands champs photovoltaïques, c'est vrai qu'ils ne bénéficient pas forcément aux gens. C'est utile aussi parce qu'on se rend bien compte que dans des grandes métropoles, il y a aussi, faut qu'on ait beaucoup d'énergie qui sont produites ailleurs. Surface, oui. Donc, on peut entendre aussi qu'il va falloir s'adapter, mais c'est juste une question de, dès que les choses, elles sont faites avec le local, mais dans les territoires où je vais, où c'est le maire qui prend en main la question avec les citoyens, qui crée des comités de quartier, qui dit, mais comment on va faire ? On va le faire, mais parce que c'est bénéfique pour vous. Typiquement, je cite souvent cet exemple du village de Ungersheim en Alsace, où le maire, il l'a fait parce qu'il a dit c'est une bonne idée, ça va nous rapporter de l'emploi, ça va développer la zone d'activité, on va mettre des panneaux solaires qui vont produire de l'énergie et des ressources pour pouvoir justement développer cette zone d'activité. On va avoir de la cantine bio pour nos élèves parce que du coup, les enfants, ils vont manger de la meilleure nourriture. Et du coup, qu'ils ont fait, ils ont créé des emplois parce que du coup, maintenant, ils produisent la nourriture pour les villages alentours, enfin, produire les menus. Et ben en fait, on se rend compte que là, même ce début, les gens ils se disaient c'est étonnant. Après, ils se sont dit mais en fait, c'est génial, c'est bénéfique pour nous. Donc je simplifie pas le processus. Et il y a d'autres pays dans le monde d'ailleurs qui viennent visiter Ungersheim pour s'en inspirer. Ungersheim, c'est un exemple incroyable parce que c'est ce qui est labellisé comme un territoire en transition, donc c'est un modèle. Je dis pas que tout le monde faut 200 à l'heure aille aussi vite que Ungersheim, c'est qu'il y a eu un maire visionnaire. Mais c'est intéressant parce que ça reste un village de moins de 2000 habitants dans un ancien bassin minier du sud de l'Alsace.
Donc ça prouve que c'est pas une question juste de ah ben on est foutu quoi. Mais c'est parce qu'il y a un maire qui à un moment a décidé de le faire pour sa commune. Et il a dit au début c'était pas facile, donc je veux pas idéaliser le processus, ça n'a pas forcément toujours été facile, mais ça s'est fait parce que ça a été fait pour les gens et avec les gens. Je pense que ça c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Je pense que tout va pas se passer au niveau ultra local, il faut aussi des politiques nationales, européennes, mais se poser la question de la mise en place. Et ben je pense que là il y a quelque chose à aller chercher encore plus au niveau du territoire, notamment auprès des maires et des comités de communes qui sont volontaires. Pas que sur la nourriture d'ailleurs ou l'énergie, hein. Je l'ai vu aussi sur la mobilité. Il y a vraiment des choses qui se passent, et donc je pense que ça, il faut prendre les exemples pour montrer aussi qu'il se passe des choses sur le terrain, quoi. Il y a quelque chose qu'on lit entre les lignes d'ailleurs dans vos travaux, c'est vraiment cette question des imaginaires, c'est-à-dire qu'on voit que c'est très difficile aujourd'hui pour beaucoup de personnes d'imaginer à quoi ressemblerait concrètement une société plus écologique. Moi, je sais que voilà, ça m'arrive de beaucoup poser cette question sur ce plateau, et mes invités n'arrivent pas toujours vraiment à la décrire de façon saillante, on va dire. Est-ce que c'est pas aussi ça le problème, de se dire qu'il y a énormément de Françaises, de Français qui sont un peu perdus aujourd'hui face à cette situation écologique, qui ont peur, mais qui se disent je sais pas trop ce que j'ai à gagner en fait moi dans cette histoire avec cette nouvelle société. Mais je suis d'accord. La question des imaginaires est toujours intéressante, mais elle est parfois mal posée par certaines personnes. Et en fait, je trouve que la question des imaginaires, elle doit pas simplement se situer au niveau du discours, de ce que les gens ont dans la tête. Comment j'imagine le monde, mais c'est aussi comment j'imagine le monde assez matériellement. Est-ce que j'ai l'impression que le monde de demain, ça va être un monde où j'ai moins d'argent, où je vais encore plus galérer à payer mon loyer ou à payer mon prêt, où je vais encore plus payer cher pour me déplacer, électrique ou pas, où je vais avoir du mal à mettre bout à bout les fins de mois, voilà, ça va être compliqué. Et c'est ça aussi. En fait, je pense que la question des imaginaires, elle doit se poser à la fois de manière idéal, comment ça se passe au niveau des idées, comment est-ce qu'on imagine le monde, est-ce qu'on l'imagine comme étant plus vert, plus sain, plus égal, ou est-ce qu'on l'imagine comme étant triste, pauvre, mais aussi de manière assez matérielle, c'est-à-dire que moi... sur les conditions matérielles d'existence. Comment moi, ça va m'impacter, comment je m'imagine demain, est-ce que j'imagine que ça va aller mieux, parce qu'on s'est rendu compte de quelque chose d'assez évident, en dehors de la question écologique, le vote pour Trump, il dépend aussi massivement de la perception on perd en fait. On est en difficulté, le pouvoir d'achat, crise du pouvoir d'achat, on a l'impression qu'on perd quelque chose. Le vote d'extrême droite, il se nourrit cette espèce de sentiment subjectif qu'on est en train d'être en déclassement. Et du coup, la transition écologique, elle doit pas accélérer ce sentiment de déclassement. Elle doit au contraire montrer que c'est une manière de sortir parfois du cycle de surconsommation, du cycle de j'ai pas les moyens de me payer quelque chose. Peut-être, j'idéalise un peu, mais qu'on va peut-être mieux manger, peut-être qu'avoir des emplois plus locaux, on va se sentir plus utile. Enfin, il faut réfléchir aussi à ce que la transition écologique veut dire. Et j'en parlais récemment avec des décideurs publics en disant, mais en fait, typiquement, la question de la mobilité. On dit la transition écologique, c'est aussi une question très concrète. Hein. C'est juste, les gens, ils ont besoin, dans certaines zones rurales, de se déplacer. Parce qu'ils n'ont pas de services publics. Et du coup, amener des services publics, c'est quelque chose d'assez écolo. C'est aussi de dire, en fait, on va les amener auprès des gens. Développer la voiture électrique, c'est aussi de se dire, en fait, on va développer un moyen, s'il est subventionné, très peu coûteux à l'utilisation, d'aller un peu partout pour faire nos petites courses si on a besoin, parce qu'on va pas d'un coup mettre tout le monde dans les métropoles. Hein. Donc ça, c'est une question de se dire que la transition écologique, ça peut être très concret. Ça peut répondre à de vrais problèmes matériels, conditions matérielles d'existence. Ça peut répondre aussi à des préoccupations qu'on a, de pas être respecté, de se dire, en fait, moi, je contribue pas, moi, je suis périphérique, etc. C'est les grandes villes qui profitent, etc. Mais en fait, non. Et d'ailleurs, sur ce sujet, il y a eu des études qui ont montré que plus on était éloigné d'une gare SNCF, plus on avait de chances de voter à l'extrême droite, qu'il y avait vraiment une corrélation aussi entre un sentiment d'abandon, en fait, de la part de et en fait, ce qui est intéressant avec la question écologique, c'est que je pense qu'il faut la cadrer de plus en plus comme étant juste pas qu'une question écologique. C'est pas juste une question écologique dans le sens l'environnement, la nature, la biodiversité, les gaz à effet de serre. Ça, on passe beaucoup de temps à le dire sur place, oui. Voilà, c'est l'idée de se dire, en fait, ça répond à énormément de contraintes. Donc, en fait, il y a plein de personnes, je pense qu'on en fait tout un peu partie, où il y a des choses, on n'a pas forcément envie de le faire parce qu'on sait que c'est une contrainte, c'est un coût, c'est vrai que forcément, ça peut coûter cher, ou alors ça peut vraiment être une contrainte. Mais si la transition écologique, c'est aussi rendre ça moins cher, plus pratique, les gens, ils vont y aller naturellement. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas développer aussi la conscience de se dire qu'on surconsomme, qu'il y a des choses qui sont problématiques dans nos modes de vie. Je pense qu'il faut aussi dire que la question écologique, c'est une question qui est sociale, c'est répondre à énormément de problèmes, et ça peut être une manière de répondre, de faire le rejet des forces d'extrême droite qui vous disent que la transition écologique, c'est contre vous. Alors qu'en fait, moi, ce que j'ai envie d'expliquer, je ne fais pas de la politique, mais si j'étais politique, je dirais, en fait, l'extrême droite, elle est contre vous en disant ça. Elle vous prive de nourriture de bonne qualité, elle vous prive d'un air de bonne qualité, elle vous prive d'emplois locaux, elle crée la dépendance avec des pays étrangers. Bon, dont la Russie, on n'est pas surpris. Mais c'est ça qu'il faut dire. C'est qu'en fait, on prive les gens de beaucoup de choses en faisant pas l'écologie. Par contre, c'est vrai que si on dit juste aux gens que c'est pas les gaz à effet de serre, les gens, évidemment, on voit tout ce qui se passe à Valence, mais en vrai, même tous, même ceux qu'on considère comme étant les écolos, ça reste dur, cognitivement, de se dire, ce qui se passe à Valence, c'est vrai que ça peut vraiment m'exposer moi. On préfère se dire, on va vivre un peu dans une sorte de déni. C'est passé aussi en France quand même. Alors pas à ce point-là, il n'y a pas du tout eu autant de morts, mais mais ça se passe. En fait, on se dit toujours quand même. Mais on se dit toujours que ça se passe un peu plus loin que chez nous. Il y avait une chercheuse américaine qui avait fait un travail en Norvège. Elle avait écrit un livre qui s'appelle Living in Denial, donc vivre dans le déni. Elle avait montré que dans une communauté en Norvège qui dépendait de la neige,
donc du ski, pour son économie et pour son identité, cette communauté avait perdu la neige parce que il neigeait plus à cause du changement climatique. Et elle s'est dit, mais logiquement, les gens, ils vont devenir hyper écolos parce qu'ils auront perdu leurs emplois, enfin les risques, et ils auront perdu quelque chose en lien avec leur identité. Elle s'est rendue compte que c'était pas le cas. Pourquoi ? Parce que les gens, ils construisaient une espèce de ce qu'elle appelle un déni socialement organisé, qui est de se dire, on va tenir à distance le changement climatique parce que qu'est-ce qu'on en fait ? Si jamais on accepte le fait qu'il y a un changement climatique et qu'il faut qu'on fasse quelque chose, ça fera pas revenir la neige. Ça fera pas revenir nos emplois, ça fera pas revenir notre identité de communauté qui dépend de la neige. Donc on vit dans une espèce de déni du changement climatique. Et en fait, c'est peut-être là que du coup les travaux sur les solutions, ils arrivent. C'est de te dire, mais en fait non. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se dire, en fait, on peut accepter qu'il y a un problème, mais en fait, on va trouver une solution qui va peut-être nous sortir de ce problème-là pour le mieux et améliorer nos conditions de vie, créer une nouvelle identité, etc. Et je pense qu'il faut mettre en parallèle, donc pas juger les gens qui sont dans on est tous un peu dans ce cas-là, en mode on essaie de garder ça à distance parce qu'on n'a pas envie d'être fataliste, on n'a pas envie de se rendre compte qu'on peut rien faire. Et en même temps, essayer de dire, en fait, ça peut répondre à des problèmes très concrets, la transition écologique. Oui, c'est ce qui avait d'ailleurs été montré dans certains endroits du Pas-de-Calais où les inondations et les personnes qui avaient été déplacées, qui étaient un peu les premiers déplacés climatiques en France à cause de ces inondations, avaient décidé de voter extrême droite après et n'avaient pas forcément fait le lien avec le réchauffement climatique ou avec la nécessité d'avoir des politiques d'adaptation. Dernière question, on voit quand même aujourd'hui, même si vous le disiez, c'est un backlash qui est plus politique que citoyen, mais on est quand même en train de vivre ce backlash et ce retour de bâton sur l'écologie. On voit aussi que l'agenda de l'extrême droite, ces thèmes s'imposent de plus en plus dans le débat public et que l'écologie recule de plus en plus, alors même que les effets du dérèglement climatique, de l'extinction de la biodiversité nous frappent de plus en plus violemment. Comment est-ce que vous imaginez qu'il pourrait être possible de dépasser ces blocages actuels et d'arriver à faire émerger justement un discours qui rende cette transition écologique, qui montre qu'elle peut être acceptable, qu'elle peut être désirable. Là, j'ai mélangé ma casquette de chercheur et de citoyen, donc j'en sors un petit peu, mais c'est aider quand même que les forces politiques font pas cet effort d'aller remettre le sujet écologique à l'agenda. Et là, pour le coup, on parlait des forces de gauche, mais y compris les forces de gauche, y compris même les écolos, le Parti vert, ils ont du mal à se dire, mais en fait, il faut qu'on remette le sujet. Parce qu'il y a un peu on est toujours un peu tétanisé face à l'extrême droite, en se disant, oulala, mais si en fait l'extrême droite surpolitise ces questions-là, polarise la société sur ces questions-là, et nous explique qu'en fait les citoyens veulent pas, peut-être qu'en fait, il faut pas qu'on s'engage là-dedans parce que c'est trop risqué. Et on le voit, c'est ce qui s'est passé avec la droite européenne, le Parti populaire européen, donc le grand groupe européen des partis de droite, qui là, aux auditions des commissaires européens ou dans certains textes, se dit, oulala, peut-être on va faire un peu marche arrière sur l'écologie parce que on va créer du ressentiment dans la société. Mais ce que les partis politiques doivent apprendre, c'est passer avec tous les sujets de l'extrême droite. C'est quand l'extrême droite met à l'agenda un sujet, c'est pas en abandonnant certains aspects progressistes et en suivant l'extrême droite qu'on va combattre l'extrême droite. On se rend compte que la droite a beau courir après l'extrême droite sur l'immigration, la droite continue à perdre des voix. C'est pas ça qui va marcher. Et c'est d'une certaine manière aussi une des leçons de la défaite de Kamala Harris aux États-Unis. C'est de se dire, mais en fait, comment est-ce qu'à un moment on reste sur les trucs, on pense que c'est là qu'on va aller chercher les citoyens. Et je pense que la question écologique, c'est un excellent exemple. C'est on a abandonné la question écologique, tous les partis politiques, puis là c'est pas que les gauches, tous les partis politiques en se disant, c'est pas le bon sujet. Soit on va parler d'autres sujets. On va peut-être parler d'industrie, peut-être parler d'emploi, d'économie, ce qui est très important. Soit on va aller sur le terrain de l'extrême droite, on va beaucoup parler d'immigration. Ou soit, et là malheureusement c'est on est un peu enfermé dans ça, dans la sphère politique française en ce moment, c'est on va parler d'arrangements partisans, de se dire voilà, moi je suis dans tel parti, je contre tel gouvernement, etc. Tout en ne répondant pas en fait aux vrais problèmes des gens quand même à la fin. La politique française donne l'impression, et c'est quelque chose qui m'a choqué dans mon dernier moment de terrain, parce que le terrain que j'avais fait avant, je l'avais fait avant les élections européennes, avant les élections françaises, des législatives. Et donc j'avais vu des citoyens qui étaient dans une espèce de ressentiment, de défiance à l'égard des pouvoirs publics, mais encore modéré. Alors que là, là les gens n'y croient plus, ils ont l'impression on parle de tout sauf de la vie des gens en fait. Et du coup, on dirait pas que je suis la politique quand je dis ça, mais c'est un peu important de se dire que si on répond pas sur le fond des problèmes des gens et qu'on fait des accords politiques, ou alors qu'on s'attaque à l'extrême droite en essayant de les copier en pire, en fait on va pas réussir à remettre tous les sujets à l'agenda. Et c'est à mon avis, l'écologie fait partie de ces sujets-là. Et si on veut que l'écologie devienne plus saillante, comme en 2019, or, l'écologie, quand elle est saillante, elle crée quand même elle peut créer un emballement positif, si elle est bien traitée, mais il faut qu'on remette l'écologie à l'agenda des médias et du débat politique. Ça semble facile à dire comme ça, mais ça veut dire il faut se dire quand on a des prises de parole, quand on a des débats à l'Assemblée, quand on a un programme politique, il faut qu'on explique à chaque fois qu'on articule comment l'écologie, c'est bon pour les gens. Ça va pas se faire en 2 secondes. Mais il faut qu'on associe dans la tête des citoyens même dans la tête, à mon avis, même des journalistes, que l'écologie, c'est répondre aux problèmes sociaux. En fait, si on réussit à faire ça, on va créer dans la tête des gens l'idée qu'il faut parler de ce sujet-là. Or là, si on n'en parle pas, il n'y a aucune chance qu'on réussisse à lutter contre ce backlash, qui est un backlash
l'extrême droite, donc qui s'attaque à tout, hein, pas juste l'écologie. Je pense que c'est important de le dire. Je pense qu'il faut répondre au fond, quoi. C'est quand même le truc sur l'écologie. Après, je parle pas des autres sujets parce que c'est vrai que c'est pas mon domaine d'expertise, mais sur l'écologie, si on répond sur le fond des problèmes, je pense que c'est assez certain qu'on va pouvoir remettre ce sujet sans nécessairement justifier le backlash. Et si on les abandonne, comme Kamala Harris aux États-Unis, comme même une partie de la gauche allemande, une partie de la gauche européenne en réalité qui abandonne ces sujets-là, c'est pas sûr que c'est ça qui va vraiment embarquer les citoyens autour de la transition écologique. Les citoyens vont continuer à nous dire ce qu'ils disent maintenant, c'est-à-dire oui, on est plutôt favorable à cette question-là. Dernier baromètre de l'ADEME, le soutien augmente à l'égard de plein de politiques environnementales. Ça ne se traduit pas en vote. Parce qu'en fait, les gens ne votent pas là-dessus. Et parce qu'en fait, les partis politiques ne se positionnent pas là-dessus. Alors s'ils se positionnaient là-dessus, peut-être ça pourrait revenir le sujet et forcer les citoyens à nous expliquer pourquoi ils pensent que créer une vallée de la batterie en France, c'est pas une bonne idée. Pourquoi ils pensent qu'avoir des énergies locales renouvelables au lieu d'avoir du pétrole ou du gaz qui vient de Russie ou d'Arabie Saoudite, c'est pas une bonne idée. Il faut les forcer à nous expliquer pourquoi c'est pas une bonne idée. Pourquoi le non-pesticide, c'est pas une bonne idée. Ça, je pense qu'il faut. C'est qu'en mettant le sujet à l'agenda qu'on va forcément créer ce débat. Merci beaucoup Théodore Talon d'être venu sur Blast. Merci. C'est la fin de cet entretien, j'espère qu'il vous a permis d'y voir plus clair sur le backlash écologique et les moyens d'y faire face. Je vous rappelle que tous les entretiens Blast sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes. Allez les écouter si vous préférez le podcast pour les longs formats. Vous le savez, Blast a toujours continué à informer librement et rigoureusement sur l'écologie, quelle que soit la période. Aujourd'hui, dans cette période très compliquée, nous avons plus que jamais besoin de vous pour continuer. Alors si vous le pouvez, faites un don ou abonnez-vous sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.